J'espère que tout roule pour vous, que tout va pour le mieux. Figurez-vous qu'Abdid était bel et bien censé croiser Emmanuel Macron à Johannesburg lors du sommet du G20 qui s'est tenu récemment, les 22 et 23 novembre. Ce rendez-vous planétaire se déroulait pour la toute première fois sur le sol sud-africain. Et parmi les premiers grands de ce monde à poser le pied à Johannesburg, il y avait sans surprise le président français, visiblement très ponctuel et tout sourire. Il n'était pas seul, une ribambelle de dirigeants avait aussi répondu à l'appel, le chef du gouvernement australien, le président du Brésil, celui de l'Angola et j'en passe. Bref, la planète politique avait réservé ses billets. Sur la liste des 22 pays conviés par Washington, devinez qui figurait aussi l'Algérie évidemment. Non, cette rencontre n'est pas une légende urbaine sortie de nulle part. Elle ne relève ni de l'imaginaire collectif, ni d'une opération de communication fumeuse. Jusqu'à très récemment, seuls certains cercles médiatiques, triés sur le volet ceux qui par pure coïncidence, bien sûr gravitent autour de l'Élysée ou d'El Mouradia, la mentionnaient à demi-mot. Mais voilà que Boualem Sansal, invité presque en catimini hier sur France 2, a levé le voile. Dans une confidence passée, presque inaperçue, il révèle que Macron en personne lui a glissé qu'il comptait rencontrer Abdelmadjid Tebboune à Johannesburg et qu'il avait bien l'intention de discuter du retour éventuel de Sansal en terre algérienne. Boualem Sansal, ce personnage à part atypique, un brin imprévisible, semble désormais caresser l'idée de revenir au bercail. Mais ça, croyez-moi, on en reparlera très sérieusement dans un prochain épisode. À vrai dire, rien ne vaut un bon extrait vidéo pour se faire une idée. Et Boualem Sansal, fidèle à lui-même, a lâché l'info en toute décontraction hier soir sur France 2. Il a bel et bien serré la main d'Emmanuel Macron en chair et en os. Souvenez-vous, il y a quelques jours à peine, le romancier franco-algérien a été reçu à l'Élysée sans fanfare, sans caméra, mais pas sans trace. Car même si les flashs étaient absents, un communiqué officiel lui a bel et bien été publié. C'était il y a 5 jours très précisément, le 18 novembre, et dans ce texte, l'Élysée ne tourne pas autour du pot Macron, est prêt à discuter, à s'asseoir face à Tebboune en marge du G20 en Afrique du Sud prévu pour le week-end suivant. Objectif affiché, décrisper les tensions entre Paris et Alger, surtout sur ce sujet brûlant qu'est la migration. Regardez bien cet extrait de l'interview de Boualem Sansal, c'est un bijou de sincérité brute. Ce monsieur a une manière de s'exprimer sans filtre ni calcul qui éclaire à merveille les coulisses de ce rendez-vous manqué entre Macron et Tebboune prévu à Johannesburg. On l'écoute et voilà qu'il balance « J'ai dit au président que je comptais retourner en Algérie au plus vite, juste quelques jours, histoire de récupérer mes affaires. » Le hic. « Mon ordi et mon téléphone sont entre les mains de la justice, je suis complètement à poil. » Lâche-t-il sans détour. Et Boualem, fidèle à son style décousu mais attachant, poursuit tant bien que mal. Alors j'ai demandé à... j'ai dit au président... Si bref, de poser la question à M. Tebboune pour savoir s'il m'autoriserait à revenir, puis à repartir. Ce à quoi Macron lui aurait répondu avec un calme présidentiel « Écoutez, je dois le voir en Afrique du Sud, je lui en parlerai. » Voilà, l'ambiance est posée. Eh bien oui, c'est confirmé, Boualem Sansal a bel et bien été reçu à l'Élysée par Emmanuel Macron, un certain 18 novembre 2025 en tout début d'après-midi. L'événement s'est fait discret, mais pas totalement invisible. Un communiqué officiel minimaliste à souhait a été publié par la présidence française. Dedans, on y lit que Macron, visiblement très ému, s'est félicité de la libération de M. Sansal, qualifiant l'écrivain d'exemple de droiture, de résilience et de bravoure. Rien que ça. Le texte poursuit en remerciant la main sur le cœur tous ceux qui ont œuvré en coulisses pour que ce moment voie le jour. Mention spéciale au président allemand, dont l'intervention apparaît-il peser dans la balance. On y trouve aussi un hommage poli à Abdelmadjid Tebboune, remercié pour avoir accordé sa grâce à Sansal. Et en guise de clin d'œil final, l'Élysée glisse quelques mots pour un autre détenu, Christophe Glaise, espérant sa libération prochaine. Bref, un communiqué à la fois solennel et soigneusement vague, qui ne dit mot sur ce qui s'est réellement dit entre Sansal, sa femme Nazia, et Macron derrière les portes closes. C'est Boualem Sansal lui-même qui lâche le scoop. Macron lui aurait glissé presque en aparté qu'il verrait Tebboune le week-end prochain.
On est alors le 18 novembre, ce fameux week-end correspond donc aux 22 et 23, quand un chef d'État balance ce genre de phrase à un civil, pas à un ambassadeur ou à un conseiller d'État, c'est que la rencontre est calée notée noir sur blanc dans l'agenda présidentiel. Et ça change tout. C'est pour ça que je vous invite à réécouter attentivement ce que Sansal a révélé, parce que dans ces mots parfois brouillons, il y a des indices précieux sur ce qui s'est tramé par la suite. Il raconte avoir confié à Macron son envie de rentrer temporairement en Algérie, juste pour récupérer quelques affaires personnelles. Mais voilà, ses effets sont confisqués, son ordinateur et son téléphone entre les griffes de la justice. Il est bloqué. Il lui dit alors avec sa franchise habituelle « Est-ce que vous pouvez poser la question à Monsieur Tebboune s'il accepte que je rentre et que je ressorte ?» Et la réponse sans détour de Macron « Puisque je dois le voir en Afrique du Sud, je lui en parlerai. » Tout simplement, voilà ce qu'on appelle un message clair. Vous pouvez lui poser la question, lance Sansal à Macron, comme on confie une mission délicate à un ami influent. Traduction. Voyez si M. Tebboune me laisse rentrer chez moi. Et là, Macron ne se dérobe pas. Excellente suggestion, je la lui soumettrai. De toute façon, je le vois ce week-end à Johannesburg. Pas besoin d'interprétation, il ne parlait pas d'un coup de fil, ni d'un texto envoyé à la va-vite. Non, non. Il allait physiquement le rencontrer. Ce genre de phrase venant d'un chef d'État, ça ne sort pas par hasard. Cela voulait dire qu'un entretien officiel en tête-à-tête était bel et bien au programme. Sauf que plot twist, cette réunion n'a jamais eu lieu, et ce n'est certainement pas du côté français que le rendez-vous a capoté. Macron était présent actif, assis aux tables du G20 parfaitement ponctuel. Non, celui qui a fait faux bond, c'est bien Abdelmadjid Tebboune. C'est lui qui a préféré rester à l'écart en voyant à sa place Nadir Larbaoui, son Premier ministre, un choix qui en dit long. Nadir Larbaoui a-t-il réellement échangé quelques mots avec Emmanuel Macron ? Franchement, j'en doute fort. Mais alors vraiment, ce serait surprenant. Il faut dire que Larbaoui, fraîchement parachuté au poste de Premier ministre, n'a ni l'expérience ni le bagage pour jouer dans cette cour-là. À ce niveau, c'est un débutant complet, un figurant dans un film diplomatique de haute voltige. S'imaginer qu'il puisse représenter l'Algérie face à Macron sur un dossier aussi explosif que les relations franco-algériennes, soyons sérieux. Ce genre de conversation ultra sensible ne relève que d'un seul homme, le chef de l'État lui-même. D'ailleurs, ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'APS, l'agence de presse officielle algérienne, dans sa mise au point du 18 novembre. Pas un communiqué pompeux, non juste une précision sèche balancée comme une gifle aux critiques. Toute décision en matière de politique étrangère reste l'apanage exclusif du président. Pas du gouvernement, pas du Premier ministre. Point final. Alors résumons, si Tebboune ne s'est pas envolé pour Johannesburg alors que Macron, lui, l'attendait de pied ferme, c'est qu'il y a eu un désistement de dernière minute. Et pas besoin de deviner bien loin puisque c'est Boualem Sansal lui-même qui nous donne la clé. Son interview glissée dans un coin du paysage médiatique confirme noir sur blanc qu'au 18 novembre 2025, soit à peine 2 ou 3 jours avant le coup d'envoi du sommet du G20 Macron, tablait encore sur une rencontre avec le président algérien. Il s'y préparait comme on prépare un rendez-vous important, tout comme cela s'était passé un an plus tôt au G7 en Italie, où les deux hommes avaient déjà échangé quelques mots. L'idée, faire avancer au minimum une réconciliation en stand-by figée depuis trop longtemps. Alors non, Tebboune n'a pas pris l'avion. Et ce n'est certainement pas à cause d'un rhume ou d'une faiblesse passagère. Soyons sérieux. S'il avait vraiment été malade au point d'annuler jamais, il n'aurait donné son feu vert à Macron quelques jours plus tôt pour une rencontre à Johannesburg. Le 18 novembre, ce rendez-vous figurait toujours sur l'agenda. Ce n'est donc pas la santé qui a cloché. On ne plante pas un sommet international de cette envergure à la dernière minute sans raison. Il s'est passé autre chose, c'est évident. Certes, on nous parle de son état physique, de traitement de précaution, mais honnêtement, tout cela aurait pu être anticipé. Il existait des solutions. Un arrêt technique dans un pays africain ami, il y en avait sûrement un quelque part, malgré les tensions avec le Mali, le Niger ou d'autres. Il aurait pu transiter par le Mozambique ou même par le Nigeria. Des options existaient. Et puis, selon certaines sources médicales, un protocole avait justement été mis en place pour que le voyage soit possible, même avec des séquelles.
Donc non, la santé n'explique pas tout. Après notre émission, nous avons discuté avec plusieurs médecins qui ont détaillé son état de santé. D'autres sources plus discrètes nous ont expliqué qu'un protocole médical spécifique existait, que l'avion présidentiel est aménagé pour de telles situations et qu'en dépit d'un Covid long, Tebboune aurait parfaitement pu effectuer son voyage vers l'Afrique du Sud. Certes, il porte encore les séquelles d'une infection sévère par le coronavirus, des séquelles avec lesquelles il doit composer au quotidien. Mais au final, la santé n'était pas l'obstacle principal. Non, ce n'était qu'un prétexte, un écran de fumée derrière lequel se cachaient d'autres motivations. Soyons clairs, si Abdelmadjid Tebboune n'a pas voulu croiser Emmanuel Macron, ce n'est pas parce qu'il ne pouvait pas, mais parce qu'il ne voulait surtout pas. L'homme n'est tout simplement pas disposé, ni aujourd'hui, ni hier, à tendre la main pour une réconciliation. Pourquoi? La réponse est simple, la peur. Peur de l'opinion publique, peur des cercles du pouvoir. Peur d'être vu comme un dirigeant qui recule, qui lâche du terrain, qui accumule concessions et compromis au point de renier ses propres postures. En bref, la peur d'apparaître comme un président incapable de gagner le moindre bras de fer. Car c'est bien ça, Abdelmadjid Tebboune est coincé dans un personnage politique qu'il s'est lui-même imposé. Il s'est battu sur tous les fronts et chaque confrontation s'est soldée par une défaite. Prenons l'exemple de l'Espagne, son duel diplomatique a fini en fiasco complet. Il a dû ravaler son orgueil et renouer avec Madrid pour stopper l'hémorragie économique, tandis que l'Union européenne commençait à taper du poing sur la table. L'UE a même enclenché des procédures contre l'Algérie, jugeant illégales les mesures de pression exercées sur l'Espagne. Et au final, l'Espagne n'a rien cédé, n'a bougé d'1 millimètre. Pire encore, Tebboune ne pouvait pas se permettre de se mettre à dos à la fois l'Espagne et la France, deux partenaires économiques majeurs. Il a donc dû faire marche arrière sans obtenir le moindre avantage, même pas un symbolique. Madrid reconnaît toujours la marocanité du Sahara occidental. Retour à la case départ. Le bras de fer avec les Émirats arabes unis. Un pétard mouillé. Les Émiratis impassibles n'ont même pas daigné répondre aux pics, aux insultes ou aux accusations de Tebboune. Pas un geste, pas un mot, rien. Même scénario au Sahel, son affrontement avec le Mali et les pays voisins s'est soldé par un néant total. Le Mali est même allé jusqu'à saisir la Cour internationale de justice pour défier ouvertement Alger et Tebboune plutôt que d'assumer, a préféré décliner. Résultat, les États du Sahel ont serré les rangs, mais derrière le Mali soutenu par la Russie et la Chine. Et parlons justement de la Russie. Là aussi, Tebboune s'est offert un épisode de bouderie diplomatique froissée que Moscou n'ait pas réussi à faire accepter l'Algérie au sein des BRICS. Il a tenté de prendre ses distances histoire d'afficher sa colère. Le problème, c'est que les Russes ont soutenu l'entrée des Émirats de l'Égypte et de l'Éthiopie, mais pas celle d'Alger. Cette contrariété a duré 1 an. Au bout du compte, Tebboune a dû ravaler son amertume. Il a même essayé de titiller Moscou en utilisant la chaîne AL24 News directement pilotée depuis El Mouradia pour provoquer une petite crise avec la VOA. Tentative ratée. Et comme toujours après l'orage, il est revenu vers les Russes pour tenter de recoller les morceaux, pour dire les choses franchement, ni son affrontement permanent avec la France, ni son hostilité envers le Maroc ne lui ont apporté la moindre victoire. Tebboune s'est retrouvé bredouille sur toute la ligne. Sur le dossier marocain en particulier, il s'est épuisé pour rien pendant qu'il frappait du poing sur la table. Rabat avançait tranquillement ses pions jusqu'à obtenir un appui clair à son projet d'autonomie au Sahara occidental. Le 31 octobre, le Conseil de sécurité de l'ONU, sur la base d'une résolution américaine, a reconnu la validité de cette option. Autrement dit, encore un bras de fer perdu. Si on dresse le bilan global de sa politique, on se rend compte qu'il accumule les revers. Tebboune me rappelle ces bagarreurs de quartier qui passent leur temps à provoquer tout le monde, à lever le ton, à jouer les gros bras, mais qui finissent systématiquement par se prendre une raclée. Ils se rêvent en Hulk ou en Terminator, mais au moment du combat réel, ils tombent dès le premier round. C'est exactement ça la théorie du tonneau vide, celui qui résonne le plus fort mais qui n'a rien dedans. Ces annonces tonitruantes, ces menaces, ces postures martiales,
Tout ça fait beaucoup de bruit, mais quand il faut produire des résultats, il n'y a plus personne. Pas un seul affrontement n'a tourné en sa faveur. Et puis sérieusement, ce fameux bras de fer avec la France, il a rapporté quoi exactement? Rien. Pas un avantage, pas un résultat concret. Personne n'a été libéré grâce à lui, aucune avancée diplomatique, rien du tout. Et le plus ironique dans l'histoire, voilà que maintenant le principal concerné veut revenir au pays, alors qu'il se retrouve dans une situation catastrophique. Il parle même de rentrer dès la semaine prochaine. Avec les ennuis qu'il traîne, il risque de se faire cueillir à peine débarqué et de foutre en l'air la promesse qu'il avait faite à l'Allemagne. Mais bon, le cas Boumedienne S, on y reviendra plus tard. En attendant, il faut poser la vraie question sur le front franco-algérien qu'a réellement obtenu Tebboune, rien du tout. Certains ont tenté d'expliquer le départ de Bruno Retailleau par l'attitude d'Alger, mais c'est faux. Retailleau est parti parce qu'il ne s'entendait pas avec Sébastien Lecornu, devenu Premier ministre, et parce que la relation entre lui et Macron était déjà morte depuis longtemps. L'extrême droite française affaiblie, pas un instant. Les lobbies anti-algériens en reculent. Bien au contraire, ils ont été dopés, renforcés, encouragés par la stratégie brouillonne agressive et totalement contre-productive de Tebboune. En résumé, il a tout perdu et en plus il a offert des munitions à ses adversaires. Au fond, Tebboune n'a fait qu'offrir un véritable trésor aux lobbies anti-algériens installés en France. Il les a soudés, unifiés, renforcés. Il leur a même fourni sur un plateau d'argent la possibilité unique de transformer l'Algérie en sujet de polémique intérieure, un carburant idéal pour faire grimper la xénophobie et en faire presque un argument politique national. Et pendant ce temps-là, ce sont les Algériens qui trinquent. Des milliers de titres de séjour gelés, des visas refusés en masse, des échanges économiques ralentis, parfois complètement bloqués. Quant aux entreprises françaises, oui, elles ont perdu quelque part de marché 20 à 30% en Algérie, mais pour une économie comme la France, ce n'est qu'une petite éraflure. Elle compensera ailleurs. Après tout, même si l'Algérie est son deuxième marché africain après le Maroc, une chute de 30% reste insignifiante pour une puissance économique de ce calibre. Mais au final, qu'a-t-il obtenu Tebboune? Rien. Et c'est bien pour cela qu'il a reculé devant Johannesburg. Il a craint l'image qu'il donnerait pas seulement devant le peuple, mais surtout devant ses fidèles, ses soutiens au sein du régime. S'afficher souriant aux côtés d'Emmanuel Macron, échanger des accolades, paraître conciliant, tout cela aurait déclenché une tempête interne. Une question aurait flotté dans l'air, qu'est-il allé négocier encore? Il nous a embarqués dans des confrontations inutiles, dans des crises qu'il a lui-même provoquées, dans des bras de fer qui n'avaient aucun sens, pour finalement tout lâcher au moment décisif sans rien récolter en retour. Prenez son vote sur la résolution américaine concernant la Palestine. Qu'a-t-il gagné en approuvant un texte qui affaiblit totalement la résistance palestinienne, neutralise le Hamas et nie explicitement le droit des Palestiniens à se défendre face à l'occupation israélienne? Absolument rien. C'est une concession pure et simple sans contrepartie. Depuis qu'il est arrivé au pouvoir Abdelmadjid, Tebboune n'a cessé de répéter que la Palestine est une cause sacrée, que l'Algérie est en première ligne du refus farouchement antisioniste fermement opposé à Israël. C'était son discours fondateur. Et 2 ou 3 ans plus tard, que fait-il? Il valide une résolution qui va exactement dans le sens voulu par Israël, qui coche toutes les cases israéliennes et qui porte un coup direct aux intérêts palestiniens et à leurs droits fondamentaux. Autrement dit, il renie sa propre posture pour offrir encore une fois une concession majeure. En l'espace de quelques semaines, Abdelmadjid Tebboune s'est lancé dans une véritable course aux concessions, toutes directions confondues. Imaginez la scène s'il s'était rendu en Afrique du Sud pour libérer Boumedienne, juste après avoir déjà relâché Boumedienne Sahal, après avoir voté la résolution américaine sur Gaza, après avoir multiplié les déclarations douces comme du miel envers la stratégie de Washington dans la région, après avoir roulé vers un rapprochement avec les États-Unis, puis vers un réchauffement avec tout l'Occident, et qu'en plus, 48 heures, oui, seulement 48 heures après tout ça, il libère aussi le président allemand. On aurait atteint un niveau record de concessions en série. Bien sûr, libérer le président allemand était la décision intelligente, logique, nécessaire. Personne ne conteste ça. Mais il y avait une manière de le faire. Attendre une petite semaine, par exemple, aurait permis de sauver les apparences,
de montrer au public algérien que ce geste était réfléchi, qu'il relevait du respect pour un pays apprécié, l'Allemagne. Parce que oui, les Algériens ont une bonne image de l'Allemagne. Mais libérer l'homme au bout de seulement 2 jours, cela envoie un message limpide. Tu agis sous pression d'une puissance étrangère. Et ça, politiquement, c'est catastrophique. Alors ton grand discours sur la souveraineté, la puissance régionale, l'Algérie invincible, qui ne cède devant personne, tout ça c'est joli sur le papier. Personne ne remet en cause l'idée que l'Algérie veut rester indépendante, affirmer sa voix, refuser toute tutelle. Mais toi, dans les faits, tu t'es complètement rétracté. Sur chaque dossier, tu as reculé. Sur tous les fronts, tu t'es aplati. Ton récit nationaliste, dès qu'on gratte un peu, s'effondre. Et c'est exactement pour cette raison que tu n'as pas osé aller à Johannesburg serrer la main d'Emmanuel Macron et officialiser la réconciliation. Pas parce que tu craignais la réaction du peuple, tu n'as jamais montré un grand souci pour l'opinion publique algérienne. Non, ce qui t'a vraiment paralysé, c'est la peur de ta propre base, de ceux qui te soutiennent à l'intérieur du système. Ta famille politique, celle qui t'a porté, commence à fissurer. Ils ne te croient plus, ils doutent, ils murmurent. Et ce doute dans un régime comme le tien est infiniment plus dangereux que la colère populaire. Même au cœur du système, dans les services de sécurité, l'armée, les rouages de l'administration et ce fameux État profond, censé le soutenir, on commence à entendre des murmures. Les fidèles de Tebboune eux-mêmes lèvent un sourcil. Ils voient un président qui gesticule, qui hausse la voix, qui gonfle le torse pour paraître fort, mais qui finit systématiquement par reculer au moment crucial. Une façade musclée mais un souffle court. Et ça, ses soutiens internes le voient de plus en plus clairement. Ce qui l'effraie vraiment aujourd'hui, c'est de perdre l'aura qu'il avait auprès de sa propre base, ne plus imposer le respect, ne plus susciter la crainte, ne plus inspirer la moindre confiance. La panique commence à monter. Et ses conseillers, sûrement alarmés, ont dû lui glisser quelque chose comme « Monsieur le Président, attention, notre socle déjà minuscule dans un pays qui ne nous suit pas vraiment se fissure. » Ils doutent, ils remettent en question la cohérence, l'utilité et même la légitimité de votre action. En 5 ans, ils n'ont vu que contradictions, incohérences et crises débouchant sur des pertes nettes pour l'Algérie. Rien de positif, rien de gagné. Et c'est précisément cette remise en question interne qui commence à le ronger. Au début de l'affaire, avant même la libération, les médias proches du régime algérien déroulaient le même refrain « On ne cède rien, on ne donne rien, on ne récupère rien, on ne donne rien ». Un discours creux, répétitif, presque mécanique. Et au final, l'Algérie n'a récupéré absolument rien, pas même un lacet, pas même un détail symbolique. En revanche, elle a bel et bien remis Boumedienne. Tout le reste n'était que du bruit. Le vieux proverbe d'Ivray, ce sont les tonneaux vides qui résonnent le plus. Et cette image colle parfaitement à la diplomatie version Tebboune. Beaucoup de mots, beaucoup de gesticulations, mais rien de concret. Parce qu'au fond, il n'a jamais été capable de produire quelque chose de tangible. Aujourd'hui, il est complètement pris à son propre piège. Depuis 1 an, on le prévenait « Attention, tu joues avec le feu. Ta stratégie va se retourner contre toi. » Et maintenant, l'addition arrive. Il va en mesurer toute la portée d'ici quelques jours, puisque Boumedienne veut rentrer au pays. Et si Boumedienne revient sans être inquiété, sans qu'un seul cheveu ne soit touché, les Algériens vont se poser des questions, beaucoup de questions. Mais ce sujet mérite une analyse entière. Je préfère y revenir dans une prochaine émission, parce que je suis convaincu que la majorité des Algériens n'ont pas encore mesuré l'ampleur de l'affaire Boumedienne-Sansal, ni le degré de discrédit monumental que Tebboune est en train de subir à cause de ce dossier explosif.